Bienvenue dans Imotalk épisode 3, toujours avec mes acolytes Mehdi et Simon. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque au lieu de choisir un thème, comme on a l'habitude de le faire, on a répondu en direct à vos questions, à vos problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu vraiment des cas très intéressants de gens qui font réellement de l'immobilier. Pas des gens qui font de l'immobilier internet. Non, ils ont des cas concrets et on y a répondu sans fil. Comment rénover un bien sans exploser son budget au niveau énergétique? On a donné pas mal d'astuces. Faut-il vraiment faire de beaux travaux en zone tendue lorsqu'on fait de la location? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est surcoté? On a eu également un cas très intéressant d'un jeune homme qui a acheté un terrain dans lequel se trouve une maison et un local. Dans ce local, il aimerait le transformer en habitation et y faire de la location courte durée. Donc, il y a pas mal de problématiques de permis de construire, déclaration préalable. On a également échangé sur comment contourner les contraintes de place de parking. On sait que pour ce type de projet, c'est pas toujours évident. Et surtout, comment convaincre la mairie de faire passer son projet. Des conseils concrets, des stratégies efficaces. C'est parti pour Imotalk épisode 3. Salut T-Jeff, tu nous entends? Salut, je vous entends, vous allez bien? Top, oui, ça va très bien, merci. Ouais, ça va impec. J'espère que vous aussi, les gars. Ouais, ça va. On est prêt à recevoir les questions. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient des cas concrets, donc ça sera intéressant. J'espère que surtout qu'ils vont intervenir parce que le nombre de messages privés que j'ai reçus, alors c'est paradoxal parce que c'est vrai que les messages privés, c'est pas forcément paradoxal, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que c'est aussi corrélé avec le post que j'ai fait hier par rapport à un bien immobilier, etc., d'un membre de mon accompagnement. Et donc j'ai reçu un nombre de messages privés assez délirant. Donc je leur ai demandé de monter, tout simplement, s'ils avaient des questions, des interrogations, ou s'ils voulaient qu'on parle de leur projet X ou Y. Donc je leur ai dit à tous ça. J'espère que les gens seront un peu plus courageux finalement et qu'ils auront un peu moins de mal, on va dire, à intervenir qu'ils ne l'ont d'habitude. Ce serait cool de venir sur les spaces et de monter ou de les poser à la rigueur les questions, mais on préfère que vous ne les posiez par oral, mais à la rigueur sous le space. Plutôt qu'en message privé, c'est mieux. C'est plus simple pour nous d'y répondre par oral et après d'ailleurs, c'est plus simple également d'être exhaustif par voie orale plutôt que par écrit au travers de pavés de 20 lignes. Non, c'est pareil, moi aussi, j'en ai reçu quelques-uns sur Twitter et sur Instagram parce que du coup, j'avais mis en story le fait que on fait des lives sur Instagram, sur Space, Twitter. Mais en fait, les gens n'ont pas forcément Twitter de mon côté. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Il y en a qui m'ont posé des questions, hein, mais ils n'arrivent pas après ils veulent pas, ils sont pas intéressés par Twitter. Mais après, multiplateforme, on peut pas faire ça. C'est-à-dire à la fois sur Instagram et Twitter. J'ai pas vu. Alors, autant j'ai déjà vu YouTube, TikTok, YouTube, Instagram, mais Twitter, j'ai jamais vu en personnel. Non, moi j'ai jamais vu non plus. Après, c'est plus du contenu vidéo sur Instagram, sur les lives. Ouais, mais après derrière c'est pas dérangeant à la rigueur. Enfin le plus important c'est que les gens puissent nous écouter. Donc après derrière qu'on soit face cam ou pas, moi ça me dérange pas. Après derrière je sais pas vous, mais moi ça me dérange pas en tout cas. Mais au moins qu'on soit multiplateforme, qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Pas que ce soit YouTube, Twitch, Insta, ce que vous voulez, mais au moins qu'on puisse toucher beaucoup de monde. Alors, on va voir déjà, est-ce que les personnes qui t'ont contacté sur Instagram et les quelques personnes qui m'ont contacté également pourront intervenir. Allez-y, montez, vous êtes les bienvenus. On va commencer. Alors là aujourd'hui, il n'y aura pas de thème particulier. Ça va juste être des questions-réponses, tout simplement, où on répond à toutes vos questions, tout simplement par rapport à vos projets immobiliers ou des questions par rapport à l'immobilier en règle générale. On est là pour vous. Aujourd'hui, on va prendre du temps pour vous. Donc n'hésitez pas à intervenir, à monter, à nous poser vos questions ou à la rigueur à les poser en message sous le tweet. Là. Ce serait pas mal. Et aussi, n'hésitez pas à liker aussi, pareil, là, liker, à partager Ouais, partagez les gars. Et mesdames, c'est parce que je pense que partagez, ouais. Ça permet de démocratiser le space, on va dire. Et ça nous donne de la force pour continuer aussi. Parce qu'il faut du cardio pour enchaîner avec tout ce qu'on a autour, nos impératifs personnels ou professionnels. Ouais, la journée d'aujourd'hui, c'était de la folie. J'ai terminé, là, il était 19h15. C'est pour ça que j'avais dit qu'on lançait à 19h15, j'ai pas pu. Je venais de terminer, le temps de me faire le thé. Là, je suis avec mon petit thé dans la main et j'ai lancé. Donc, est-ce qu'on a des gens qui veulent intervenir ou pas? Est-ce qu'on a des gens qui veulent monter ou pas? Si on en a pas, je vous le dis, on est là pour vous, les gars. Enfin, les amis, les gars ou les filles. Donc, s'il y a personne qui veut intervenir, on coupe le space à l'arrière. Voilà ce qui va se passer. Donc, n'hésitez pas, encore une fois. On répond à vos questions. Là, aujourd'hui, c'est du question-réponse. C'est pas il y aura pas de thème, en fait. On n'a pas envie de forcément discuter d'un thème, à moins que vous en ayez un à évoquer, là. À nous soumettre? Bah ouais.
C'est moi où j'arrive pas à aller dans les messages. Vous arrivez ou pas? Non, mais c'est encore une fois, on peut pas répondre. C'est bloqué? Par message. Ah, j'ai une demande. On a une demande. Je vais faire monter quelqu'un. Ce sera. Oh. Allez, c'est parti. Putain, j'ai genre message privé encore, il recommence. Donc, pas en message privé, messieurs, s'il vous plaît. Pas en message privé. Messieurs, dames, pas en message privé, s'il vous plaît. En dessous du space ou derrière, vous montez, vous exprimez, pas en message privé. On a du mal, hein? C'est tout le monde. Il y a une personne qui est montée. Il y a Or, c'est ça, hein, que je vois. Or, c'est ça. Oui, c'est ça. Or, vas-y, c'est parti. Donc bonjour à tous. Alors je souhaiterais avoir donc des informations, en fait, une question concernant les biens qui sont classés actuellement en G, étant donné qu'on peut plus les louer. Alors quand ils sont mis à la location et quelles sont les solutions qui restent possibles, hormis de faire des travaux bien sûr qui sont coûteux et voilà. Alors moi j'en vois deux. Si tu veux pas faire de travaux, il y a une raison particulière. C'est un appartement que tu as, j'imagine? Non, là c'est pas pour les appartements que j'ai. D'habitude pour les appartements que j'ai, je vais pas sur du G, c'est pas ma stratégie. Mais là maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités à faire. Comme c'est interdit de les louer, donc il y a quand même des prix qui tendent vers le bas, qui sont à la baisse. Et là c'est sur des affaires sur lesquelles je suis en fait. Voilà. Mais il n'y a pas encore d'offre qui a été faite concrète. J'essaie plus de trouver des solutions. Alors moi, si tu veux, je vais pas forcément t'encourager à laisser les biens en G. En fait, pour la simple et bonne raison que pour moi, tu as beaucoup à gagner à refaire des travaux. Réellement, c'est pour la consommation, si tu veux faire de la location courte durée ou autre, ça va être derrière à la revente, ça va être, si tu veux mettre en location, tu vas avoir de meilleurs locataires. Donc, hormis un aspect financier, j'aimerais savoir pourquoi tu voudrais pas faire de travaux aussi. C'est par rapport au coût en fait, parce que c'est compliqué d'avoir avec ma banque, c'est compliqué d'avoir un prêt pour les travaux. Et avec les artisans avec lesquels je travaille, c'est compliqué. Si on travaille avec des gros travaux avec des factures, ce sera conséquent et j'aurais pas assez de trésorerie pour le faire. Donc il y avait deux solutions, soit aller vers la banque demander un prêt travaux, ou soit avoir de l'argent de côté et un peu plus de trésorerie. Voilà. Alors en fait, tu veux louer un logement qui est classé G, donc j'imagine en mauvais état global, c'est ça? Non, c'est pas forcément en mauvais état. C'est en bon état. Je veux dire, c'est juste qu'un logement qui est classé G de petite surface. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions pour remonter les notes. Et sans mettre dessous. Si, en mettant des sous, en mettant des sous, mais je veux dire, si on me demande un budget, je sais pas moi, 15 ou 20K et que je peux payer, que j'ai un budget de 5K, c'est ça en fait. Ah bah, les éléments, bon, on les connaît, hein, c'est au niveau des fenêtres. Bon, les fenêtres, c'est ce qui va coûter peut-être un peu plus cher. Les fenêtres, en quel état? C'est double vitrage, simple vitrage? Là, on est sur du double vitrage. On a quand même les convecteurs qui sont quand même en assez bon état. Donc, ouais. Les solutions qu'il y a, hormis faire de l'isolation, et c'est ça, on va dire, c'est les travaux qui sont les plus coûteux. Ça va être certaines VMC. T'as quoi comme VMC? T'as de la VMC? Ça, j'ai pas fait attention, j'ai pas encore regardé ça. Normalement, ça va être... Tu dois pas en avoir. Je pense pas. C'est pour ça que je vais poser la question. Je pense que déjà une bonne VMC, une double flux fera le nécessaire. D'accord. Et au niveau de la consommation, t'as quoi? C'est électrique, du gaz, t'as quoi? Électrique. Un ballon assez récent. Je pense qu'au niveau des modèles, t'as du Ariston. Voilà. C'est quoi comme surface, tu m'as dit? C'est un 25 mètres carrés, c'est un studio. Donc c'est pour ça que l'isolation, ça prépare déjà le peu d'espace. Ouais, je sais, je me doutais bien. Mais ouais, un ballon, voilà, 400 litres, ça dépend de la surface, mais généralement un ballon intéressant qui va te coûter 250 balles, ça fera l'affaire. Pour moi, là comme ça, petit budget, c'est ça, c'est VMC, ballon d'eau chaude, et déjà rien qu'avec ça, tu devrais pouvoir te sortir. Si tu me dis que les converteurs sont plutôt récents, tu me dis que les fenêtres sont déjà du double vitrage, mais des fois il y a du double vitrage un peu ancien. Oui. Ça reste quand même un budget, les fenêtres. Je vois pas beaucoup d'autres points. Je sais pas si les autres, c'est Simon ou Mehdi voyaient autre chose, mais moi je vois. Non, grosso modo, t'as tout cité. Est-ce que ton appartement est en dernier étage sous les combles ou pas? Non, il est au premier étage. Ok. Donc en plus, t'as pas trop de déperdition de chaleur avec. Exactement. Ouais. Donc, oui, c'est vrai. Même le G, ça m'étonne quand même. Ça dépend. Alors, d'isolation totale, certainement. Les petites surfaces sont désavantagées souvent. Ouais, la première chose que je te conseillerais, c'est d'aller voir le space qu'on avait fait justement avec un diagnostiqueur. On avait donné pas mal justement d'éléments pour pouvoir réduire les coûts des travaux.
lorsqu'on a un DPE à rattraper et quels sont les travaux à cibler lorsqu'on a un DPE à rattraper. C'était Laurent qui était passé nous voir gentiment. Donc là, pour le coup, le space est assez complet. Il dure plus d'1 heure et on donne beaucoup de pistes pour rattraper un DPE. Ensuite, pour les petites surfaces, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont pénalisées par rapport aux plus grandes surfaces, par rapport au calcul de l'eau chaude sanitaire. Donc, ils ont revu un petit peu le DPE là en juillet 2024, mais elles sont encore pénalisées à l'instant T. Donc, systématiquement, quand tu vas avoir des petites surfaces, tu vas avoir une pénalité de base qui va être qui va t'être imputée. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce que tu es mitoyen. Est-ce que tu as des murs qui sont mitoyens avec des parties communes qui sont chauffées ou non, c'est-à-dire est-ce que tu as un chauffage dans les parties communes ou non, et est-ce qu'elles sont mitoyens avec d'autres bâtiments également à côté. Il s'avère qu'il y a certains appartements, même s'ils sont au premier étage et qu'il y a un appartement au-dessus et un appartement en dessous, qui sont, on va dire, qui n'ont aucun mur mitoyen, les 4 murs, on va dire, donnent sur l'extérieur. Ce qui fait que c'est très compliqué de pouvoir les rattraper. Ouais. Et également, ça se ressent aussi sur la consommation d'énergie au quotidien, sur la facture d'énergie. Donc ça, c'est les choses qu'il faut regarder. Et puis après, derrière, les bases. C'est-à-dire les bases, ça va être quoi? Ça va être la ventilation, comme TJF et Simon l'ont dit. Ça va être le système de chauffage également. Si tu m'as parlé du système de chauffage électrique, mais dans ce cas-là, peut-être, si c'est des convecteurs, rajouter, est-ce qu'il y a est-ce que c'est programmable ou pas? Est-ce que ton chauffage est programmable ou pas? Donc ça, c'est regarder également. Faut savoir que c'est moins bien noté un chauffage qui n'est pas programmable avec aujourd'hui plutôt qu'un chauffage qui va être programmable. Et puis ensuite, derrière, est-ce qu'on pourra potentiellement changer ce système de chauffage-là? Derrière, est-ce que c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Franchement, à 100 balles, t'en trouves des très corrects. Hein. Ouais. Ou après derrière, si t'as pas forcément envie de changer les convecteurs et que t'as envie de changer le système de chauffage, là, tu pars sur une PAC, une pompe à chaleur, RR, sur du 25 mètres carrés, il te faudra juste un split en plus de ça. En 5,3 kWh, c'est large, mais vraiment large. On va plutôt être en dessous des 5, on va plutôt être aux alentours des 3,5 kWh et ça te permet justement de pouvoir rattraper ton DPE assez facilement. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que tu peux le faire? Donc ça, il faut regarder s'il y a une jurisprudence auprès de ta copropriété, c'est-à-dire est-ce que tu peux installer un groupe de pompe à chaleur à l'extérieur, que ce soit si tu as une terrasse sur ta terrasse ou un balcon sur ton balcon, ou en façade. Et après derrière, de regarder s'il y en a pas, si tu peux pas faire une AG, une assemblée générale extraordinaire auprès de ta copropriété et demander à en installer une. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder aussi. En réalité, c'est pas si compliqué que ça de rattraper un DPE. Alors ça peut coûter plus ou moins cher, mais quand on a... c'est pour ça. C'est que son budget il est restreint. C'est pour ça. T'as combien de budget exactement déjà? Je dirais, j'ai 400 000, je viens de faire une acquisition, donc ça va être au niveau de la trésorerie et la banque ne veut pas vraiment aller sur un budget de travaux, en fait. Un groupe de PAC. Un groupe de PAC, aujourd'hui, tu le changes, tu vas en avoir pour, si t'as une petite surface, donc t'en auras pas pour plus de 4 000 €, ou très difficilement pour plus de 4 000 €. Derrière, ça te laisse 1 000 € peut-être pour changer le ballon d'eau. Est-ce qu'il est pas surdimensionné également? Chose qu'il faut regarder. Sinon, tu mets, pour une petite surface du 74 litres, ça suffit assez largement. On va dire entre 70 et 80 litres. Et derrière, automatiquement, tu vas pouvoir baisser ta consommation. Donc, pour tes locataires, quand tu vas le louer ou pour ta consommation personnelle, si c'est en résidence principale. Et derrière, rattraper ton DPE. Mais ce qu'il faut bien que tu regardes, si tu souhaites partir sur une modification de système de chauffage, c'est la jurisprudence au niveau de la copropriété et si tu peux le faire, techniquement aussi. Après derrière tout ce qui va être ventilation, c'est plus compliqué parce que la ventilation après si tu es au premier étage, tu vas devoir monter sous comble et sous comble tu dois passer par les autres appartements ou tu dois passer par les parties communes. Franchement la ventilation à changer un système de ventilation s'il y en a pas un, surtout à le mettre en place, c'est complexe. Beaucoup plus complexe que de changer son système de chauffage par exemple. D'accord, donc en résumé, le plus simple, c'est de faire CVMC, regarder les convecteurs et éventuellement les fenêtres. Ouais. T'as combien de murs qui donnent sur l'extérieur? Un seul mur qui donne sur l'extérieur. T'as combien de fenêtres sur ce mur-là? Comment? J'ai pas entendu, pardon? T'as combien de fenêtres sur ce mur-là? Il y a 2 fenêtres. Ok, t'as une grosse surface à isoler ou pas? Oui, alors il y aura, c'est plus la partie, en fait, c'est comme c'est un rectangle avec donc entrée face à la rue. C'est la longueur alors qu'il faut isoler. Ok. Oui. Les radiateurs, ok. Les radiateurs, ils sont côté fenêtre? Côté fenêtre, côté rue, ouais. Faut voir. À la limite, réisoler juste la partie qui donne vers l'extérieur. C'est là que tu as le plus de déperdition, effectivement. Au prix au mètre carré, t'as combien dans ta commune? C'est des communes à 1500, par là. Ok, isole. Tu paies rien. Et c'est tu vas perdre un petit peu de surface. En fait, isole le mur qui donne sur l'extérieur. Tu vas perdre un petit peu de surface, mais si tu perds un petit peu de surface, tu vas pas perdre 1 mètre carré en isolant les murs qui donnent sur l'extérieur, surtout si tu as des fenêtres. Donc en fait, si tu perds 1 mètre carré, tu vas perdre, imaginons, on va prendre de grandes lignes, tu vas perdre 1 500 €. C'est pas Paris où tu perds 10 000 €. Quand tu es sur Paris et que tu as une surface de 25 mètres carrés, la question se pose. Quand tu es dans une ville à 1 500 € du mètre carré, la question se pose moins en fait.
Donc pour moi, t'isoles, tu te poses même pas la question, tu réisoles le mur qui donne sur l'extérieur. Et oui, chose qui est très importante, c'est que tu appelles le diagnostiqueur, c'est-à-dire que le diagnostiqueur qui a fait le DPE, tu l'appelles et tu lui dis écoutez, est-ce que vous pouvez me faire un DPE projeté? Et c'est simple, tu fais chiffrer les travaux et à partir du chiffrage de ces travaux-là, tu lui dis je veux faire tel travaux, tel travaux, tel travaux. Est-ce que vous pouvez me donner un DPE à la sortie de ces travaux? Et lui, il va chiffrer ces travaux, enfin il va chiffrer ton DPE à partir du chiffrage que tu lui auras donné et ça va pouvoir te donner une idée sur quelle lettre à partir de quelle lettre tu pourras ressortir avant d'avoir engagé des travaux. N'hésite pas à les appeler, hein. T'as leur numéro sur le diagnostic normalement, donc tu les appelles avec le numéro de DPE et normalement il doit te répondre. D'accord. Ok. Après, pas besoin d'aller dans du B ou du C. Hein. Je pense que du D, c'est largement suffisant. Ouais, largement. Le D, même un E, ça s'aimerait là. Pour moi, même un E, ça suffit. Mais bon, après, les gens vont essayer de se sécuriser en allant au D, mais voilà, pas besoin d'aller au B ou C. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire dans ton cas. Le E, ça va pas changer grand chose par rapport à ta consommation en tant que telle. En revanche, ce que ça peut changer, c'est sur la liquidité à la revente. Je crois que c'était Simon qui en parlait une fois où justement, il y a beaucoup d'acheteurs qui aujourd'hui sont beaucoup plus, en tout cas, c'est ce que tu voyais, Simon. Oui. J'ai des gens qui me mettent le critère DPE-D maximum. Ah. Et ça revient souvent. Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est généralement les gens qui ne maîtrisent pas cet aspect-là au niveau du DPE et qui font une corrélation. Alors, elle existe, hein, la corrélation entre consommation et classement énergétique, mais elle n'est pas aussi prégnante que ce que les gens veulent bien nous dire. Elle existe, mais il y a aussi des aberrations dans le DPE actuel. Donc, faut faire la corrélation, mais c'est pas non plus, ça fait pas foi à tous les coups. Ok. Et puis ce qui compte en réel, les gens sont beaucoup focalisés sur la lettre, mais c'est la consommation réelle. C'est le petit chiffre en bas là. C'est réellement ça normalement qui compte, qu'il faut pas dépasser. Ouais. Mais bon, ça après les gens, ça c'est quand tu connais un peu plus, mais effectivement pour le masse public, on va dire la masse, ça va être la lettre. Donc effectivement, si t'es en D, c'est mieux. En fait, tu regarderas sur ton DPE, t'as une consommation d'énergie primaire. Elle est grisée normalement. Exactement. En fait. Et ensuite, derrière, il rajoute l'approvisionnement du système d'énergie jusqu'à ton logement. Et ce qui donne la lettre du DPE au final. Et ce qui compte sur la consommation, c'est l'énergie primaire. D'accord. Et très souvent, tu verras que l'énergie primaire, elle est pas si compliquée à atteindre, réellement. Vraiment, les gens qui dépassent vraiment la limite, c'est que là, ils se foutent de la gueule du monde. Pour moi, honnêtement. C'est des passoires. Ben là, pour le coup, on peut vraiment parler de passoire énergétique. Hein. Ouais, totalement. Inchauffable, ou c'est au 80, ou c'est compliqué. Et nous, c'est pas comme ça qu'on voit l'immobilier, qu'on voit l'investissement immobilier. Nous, on aime bien proposer des logements de qualité. C'est notre façon de faire. On va pas rentrer dans des trucs où les gens sont un petit peu borderline. C'est pas notre style. Voilà. Alors, on a d'autres. On a 3 autres demandes, oui. Je vais essayer de faire monter les gens dans l'ordre. Je pense que c'est Yvan qui avait demandé en premier. Allez, ça marche. Alors. Bonsoir Yvan, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. On t'entend de loin. Ouais, de très très loin, Yvan. Ah, t'es loin, Yvan. Hein. Sors des toilettes, Yvan, s'il te plaît. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ok, je suis sorti des toilettes, c'est bon. J'ai une question par rapport. Déjà, merci de proposer ce space. Bonjour et bonsoir à tout le monde. J'ai une question par rapport au prix d'achat d'un bien immobilier, jusqu'à quel point il est important. C'est-à-dire que là, je suis sur actuellement une négociation pour un immeuble. Et en fait, le prix d'achat qu'elle me propose, en soi, il pourrait convenir, c'est-à-dire que c'est rentable. On est à 10,25 de rentabilité brute, quasiment 9% de rentabilité nette. Mais je pense qu'il est un petit peu au-dessus du prix du marché. Jusqu'à quel point il faut être attentif en fait au prix d'achat? Alors, je vais répondre très, très rapidement. Pour moi, un bon achat, c'est effectivement la rentabilité, enfin le rendement pour être précis que tu nous as cité, 9,5-10%. Très bien, ok. Mais derrière, il faut pouvoir te protéger au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie si tu veux revendre, parce que tu changes de vie, parce que X ou Y raison. Il faut que tu puisses retomber sur tes pattes. Pour moi, c'est la base. Et pour moi, il faut pas déroger. Peut-être que Mehdi aura d'autres, Simon, d'autres
retour. Mais pour moi, c'est les deux éléments qu'il faut impérativement regarder. Ton rendement et la possibilité de pouvoir revendre dès l'achat si besoin. Ça, c'est mon avis. Ok. Je suis du même avis. Le critère numéro 1, c'est bien acheter. C'est le plus important, que ça soit dans tout. Ou même le fait d'acheter un peu trop cher. Si tu l'achetais au prix du marché, en combien de temps avec la rentabilité, tu pourrais le rembourser, cette somme-là que tu n'arrives pas à négocier. Surtout, le plus important, c'est bien acheter. Moi, je me répète toujours, c'est le critère numéro 1. Ok. Ouais, quitte à passer un petit peu plus de temps. C'est-à-dire, faut pas lâcher sur le prix d'achat. On en a déjà discuté, mais en fait, c'est pas compliqué. Moi, même sur des projets locatifs, je conseille à toutes les personnes que j'accompagne d'acheter comme un marchand de biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'acheter en dessous du prix du marché, mais en comprenant pas uniquement le prix d'achat, les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux, le mobilier. Si tu arrives à te rapprocher du prix moyen au mètre carré, on va dire qui est pratiqué dans la commune dans laquelle tu vas investir, dans le quartier ou dans la rue dans laquelle tu vas investir, derrière, tu as peu de risque de planter, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans l'immobilier. Hein. Aujourd'hui, t'achètes, si tu veux revendre dans 1 an ou dans 2 ans, le but, c'est que tu ne perdes pas d'argent. Et en achetant comme ça, en fait, bah, t'achètes en dessous du prix du marché, ou t'achètes au prix du marché, mais en prenant toutes les charges en compte, y compris les frais de notaire. Si tu veux revendre dans 1 an ou dans 2 ans, tu vas revendre au prix du marché et tu vas être break-even. Donc, tu vas revendre grosso modo au prix auquel tu as acheté sans trop perdre d'argent. Si tu achètes, par exemple, on va prendre des chiffres euros, tu es à 2000 euros au prix du marché et toi, en rajoutant les frais de notaire, tout ce que tu veux, tu montes, avec les travaux, tu montes à 2500, 2600 euros. Tu revends dans 1 an ou dans 2 ans, t'as pas eu le temps d'amortir quoi que ce soit, ni tes frais de notaire, ni tes travaux, et tu te retrouves avec une moins-value au final sur ton investissement. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Avec une plus-value sur son investissement. Et moi, je dirais que même cette manière de faire, il faut même la garder pour une résidence principale. Ça c'est mon avis. Résidence principale, investissement locatif, et puis marchand bien, ça va de soi. Il faut que tu gardes cette même logique. Si tu arrives à tenir cette rigueur-là, de garder cette logique-là, ton opération, franchement, elle est saine. Tu peux dormir tranquille. Vraiment. Ok, donc il faut que je fasse une étude très poussée et d'être vraiment en connaissance du prix réel du marché pour pouvoir voilà. Ok. Ouais, il faut que tu maîtrises. C'est pas facile, hein, parce que bon, il y a de la concurrence, il y a des gens qui vont regarder uniquement le rendement et qui vont faire des prix au-delà du tien. Ça fait partie du jeu, mais nous on est obligé de te conseiller et de te dire qu'il faut te sécuriser sur ces 2 points-là. Non, pas de souci. Pas de souci. Merci pour les conseils. On va regarder. Ça. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Tu gères aussi? On a quelqu'un d'autre. Ça va être. Ah voilà, les gens, comment? C'est ça. On a encore 2 autres demandes. Némé qu'on va faire monter. Bonsoir Némé, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir. Merci à tous les 3 pour le temps accordé. Si vous me permettez 2 questions. Je commence par la première. Je me positionne sur une ville dans le nord où le prix moyen au mètre carré est de 1000 euros. Et je trouve que cette notion pour les villes moyennes n'a plus de sens parce que dans la mesure où je me positionne sur un grand T2 de 70 mètres carrés, il est toujours moins cher qu'un tout petit T3 de 50 mètres carrés. Sur 2 biens, j'ai constaté ça, et même de manière plus globale, le prix au mètre carré, ça n'a plus de sens parce que je trouve des biens à 500 euros par mètre carré, des biens à 1600, 1700 mètres carrés dans le centre-ville. Est-ce que vous avez du retour d'expérience par rapport à des villes moyennes où le prix mètre carré n'a pas beaucoup de sens? Ah, Simon, je pense que c'est ton secteur. Je pense que c'est mon secteur, effectivement, un petit peu. En fait, là, tu as mis le doigt sur quelque chose. Un T2 de 70 mètres carrés, en fait, la problématique, elle est là. C'est que si demain, la même surface, un T3 de 70 mètres carrés, il se vendrait beaucoup plus cher. Déjà, ça, le nombre de chambres, ça a beaucoup d'impact sur ces secteurs-là. Et ensuite, ça dépend évidemment de l'emplacement et du DPE, des diagnostics, parce que un bien de la même taille qui est à 500 euros du mètre carré, l'autre à 1600, c'est qu'il y a des différences énormes, surtout sur un secteur à 1000 euros du mètre carré. Donc, c'est surtout, à mon avis, les travaux à faire, le DPE, le lettrage, le diagnostic, et ensuite la typologie du bien. Ça, c'est très important. Bon, après, tout est sur un même secteur, à 1500 euros du mètre carré. Il y a des biens à 300 euros du mètre carré, il y en a d'autres peut-être à 3000. En fait, il faut regarder surtout les caractéristiques du bien.
Mais je pense que l'impact surtout, c'est le nombre de chambres. Sur ces villes-là où on a une grosse différence. Pour la même surface, un 2 chambres et un 1 chambre peut valoir 20 000 – 30 000 euros de différence. C'est bête, mais c'est peut-être là où toi, tu peux C'est ce venir que j'allais apporter ta dire. plus-value et transformer ce T2 en T3, tout simplement. D'accord, merci. Voir en T4, 70 mètres carrés. Ça dépend de ce que recherchent les gens là-bas, je sais pas, mais dans 70 mètres carrés, tu peux faire un T4. Oui, maintenant j'ai un bien à 100 mètres carrés, un T3. Je peux le transformer en T4, mais le marché locatif pour des T4, même à la rigueur T5, je pense pas que Ouais. ça devient plus difficile, sachant que vu que la ville elle est pas chère, alors du coup les gens qui sont installés, sont à une situation établie, plutôt ils ont des enfants et tout. Je pense que pour 70 000 euros, ils peuvent facilement acheter. Alors du coup l'intérêt n'est pas là. D'ailleurs juste le bien que je me positionne dessus. 70 mètres carrés, un T2, il est diagnostiqué C. Alors, du coup, c'est un peu étonnant, en fait, parce qu'il y a des notions de moyenne, mais à un moment donné, il y a des villes qui rentrent pas dans ces cases. Je vous remercie pour cette réponse. Je profite pour une autre question. J'ai du mal pour un bien qui est plutôt normal, avec un état correct. J'ai du mal à comprendre pourquoi on doit initier des travaux de rafraîchissement, surtout pour la cuisine et la salle de bain, sachant qu'il y aura des locataires. Peut-être qu'il n'y aura pas les meilleurs locataires, mais au-delà du déficit foncier. Pourquoi demain je lancerai des travaux pour mettre du bon parquet, une belle cuisine, une belle salle de bain moderne, sachant que je trouve des locataires et si je vais faire les travaux, j'ajouterai un maximum de 50 euros au prix de location. C'est une très bonne question. Qui veut répondre? Je veux bien me lancer. Allez, allons-y. Je vais me lancer. En fait, si tu fais des belles prestations, je vais utiliser plutôt une expression, on a les locataires, entre guillemets, qu'on mérite. Si on a des belles prestations, on peut se permettre d'avoir des bons locataires. C'est aussi une tranquillité d'esprit, non pas dans la rentabilité, on va dire, financièrement parlant, mais c'est aussi dans la tranquillité, dans la vie de tous les jours, dans la gestion et dans l'entretien que les locataires ont sur ton bien. Moi, c'est surtout pour ça que je valorise les biens et je fais des belles prestations. C'est surtout pour avoir une tranquillité au niveau des locataires. Je peux comprendre, mais les meilleurs locataires, ils vont finir rapidement par acheter. Je parle toujours des villes moyennes. Je parle pas là où le marché il est très tendu, les gens viennent de s'installer. En fait, les locataires ont trouvé ou des gens qui se lancent dans la vie active, ils sont là pour un bail et après ils vont s'installer, ou des étudiants plutôt. Si je me positionne sur des T1 et pour les T2, c'est les jeunes couples. Je veux bien qu'on a les locataires qu'on mérite, mais à un moment donné, c'est un besoin. Qu'il soit bien beau, moderne, l'appartement ou pas, je pense que c'est un critère parmi d'autres, mais est-ce que c'est vraiment le critère le plus prépondérant? Je me demande. Mehdi, tu as ajouté quelque chose? Alors, effectivement, c'est pas avec ça que tu vas louer largement plus cher ou tu vas peut-être gagner 50 euros, comme tu l'avais dit, sur ton loyer. Maintenant, il n'y a pas uniquement le montant du loyer. Tu vas également y avoir la vacance locative qu'il faut prendre en considération et à laquelle tu vas être confronté dans ce type de ville-là, où tu vas être les moyennes villes ou petites villes à 1000, 1500, 2000 euros du mètre carré, ce genre de choses-là. C'est pas à négliger. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans certaines villes dans lesquelles j'investis, sur lesquelles on va aux alentours de ces prix-là, au prix au mètre carré, il y a certains locataires qui sont dans d'autres appartements, dans un standing qui est moins bon que mes appartements, qui finissent chez moi. Alors après, derrière, faut savoir que ce que tu prends en considération, c'est que tout le monde va finir par acheter. C'est pas le cas. Il y a des gens qui veulent rester locataires. Il y a des gens qui ont une bonne situation professionnelle qui aujourd'hui ne veulent pas acheter, veulent rester locataires. Moi, j'ai des locataires qui sont là depuis 3-4 ans, qui ont une situation professionnelle qui est avec des bons revenus, qui sont pas, certains sont ingés, d'autres sont infirmières, et qui souhaitent rester locataires et qui ne souhaitent pas acheter dans l'immédiat, parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils n'ont pas forcément l'envie d'acheter, parce qu'ils souhaitent peut-être bouger à moyen long terme, etc., etc. Et ça, c'est vraiment à prendre en considération, cet aspect-là, que, en fait, l'immobilier est également. Jeff, j'entends une grosse musique derrière, je pense que c'est toi. Ah ouais? Ouais, il n'y a pas de musique, hein. Il y a un truc derrière, en fait. Ouais, parfait, il n'y a plus rien. En fait, si tu veux, il y a ça qu'il faut prendre en considération. Tu vas garder tes locataires beaucoup plus longtemps. Tu vas avoir moins de turnover, tu vas avoir moins de vacances locatives. Et derrière, il y a aussi, j'ai envie de te dire, au-delà de l'aspect financier, je suis désolé, hein, après d'ailleurs, je suis peut-être un petit peu fleur bleue, mais c'est comme ça. Il y a aussi la gratitude de fournir un logement de qualité. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé
lorsque j'étais locataire, ou si demain j'ai des enfants qui vont être locataires, ou j'ai des membres de ma famille qui sont locataires, j'aurais aimé à ce qu'ils aient accès à un logement de qualité, sur lesquels ils ont des prestations de qualité, sans forcément partir sur des prestations exceptionnelles, mais au moins des prestations de qualité et pouvoir vivre dans un logement qui est décent. Donc il y a également ça. C'est-à-dire que tu as l'aspect sur mon parc immobilier où je l'ai vu, où je garde mes locataires longtemps, donc tu as l'aspect rendement, et en plus de ça, tu as l'aspect, comme je te l'ai dit, purement fleur bleue, où là, pour le coup, c'est pouvoir fournir des logements de qualité, tout simplement. Ok, merci. Je suis complètement en phase avec ça. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier locatif, pour les gens qui ne savent pas, moi, j'ai pas mal de colocations en région parisienne. Et j'étais entouré de gens qui faisaient aussi de la colocation et qui me disaient, mais pourquoi tu fais autant de travaux, tu fais des cuisines, des salles de bain, etc. Et quand je creusais, je voyais que cette personne-là que j'ai en tête, tu voyais le type de locataire qu'elle avait, cette personne, les soucis qu'elle avait, le gars te racontait des histoires, mais à dormir debout. Et c'est là, en fait, que ce que viennent de dire Simon et Mehdi prennent tout leur sens. C'est vraiment la phrase d'intro qu'a dit Simon, tu as les locataires que tu mérites. Mais vraiment. Donc, après, c'est vraiment à toi de voir. Et je valide le dernier point de Mehdi, c'est pas être fleur bleue, c'est on reste des êtres humains. Et moi, je me dis toujours quand j'achète un bien dans l'objectif de le mettre en location, est-ce que je verrais ma fille ou ma nièce vivre dedans? Je comprends parfaitement, mais en fait, je dormirais mieux si j'ai un logement de qualité moyenne, il est toujours décent, qu'un logement où j'ai investi pas mal sur des travaux de rafraîchissement, sachant que ces travaux-là, ils ont une durée de vie et il y a un taux d'usure derrière. C'est que si je vais miser sur un long bail de 5 ans, 6 ans, je pense que en 5 ans, 6 ans, les travaux que j'aurai lancés pour le rafraîchissement seront plus, c'est faux, parce que moi j'ai des appartements, ça fait 6 ans, ça reste toujours moderne, ça reste toujours d'actualité. Mais est-ce que tu as pensé aussi, parce que tu parles des pièces d'eau, les pièces d'eau, très souvent locatif, c'est vraiment là où il faut faire très attention, parce que c'est souvent là où tu as les problèmes. Là, tu prends ta salle de bain, tu la laisses dans l'état. Il faut prendre en compte aussi, dans ton calcul de rendement, de rentabilité, les coûts que tu vas certainement avoir le temps de la location. Est-ce que ça vaut le coup aussi? Est-ce que tu es prêt à prendre de ton temps à écouter un locataire qui va te dire, ah mais là monsieur, regardez là c'est les joints, les ceci, les cela, il faut refaire. Est-ce que tu es prêt à ça aussi? C'est vrai, voilà, à cette charge mentale. Oui, je valide. Il n'y a pas que l'aspect argent. En fait, c'est pour moi l'investissement immobilier. Il faut aussi se dire que ok, les calculs c'est bien, là on parle de calculs, les tableaux Excel, c'est génial, mais c'est la vraie vie en fait. Et je pense que ta charge mentale, surtout aujourd'hui, il faut pouvoir la canaliser. Ça, c'est mon avis. Après, si tu veux te prendre la tête avec tout ça, tu peux y aller. Mais oui, la quantifier, 100%. 100% d'accord là-dessus, bien entendu, la quantifier. Et même d'un point de vue du tableau Excel, calcul, tout ce que tu veux, je suis persuadé que si demain on se posait toi et moi et que je te montrais vraiment par A plus B les types de rénovation que je fais, avec le temps que je garde les locataires, et en partant du principe, après derrière on peut faire de la projection, hein, en disant bah si tu avais peut-être un logement de moins bonne qualité, tu aurais plus de vacances locatives et que tu aurais un peu plus de mal à retrouver un locataire par la suite, peut-être, hein, j'en sais rien. Qu'en plus de ça, tu arrives à quantifier la charge mentale et le temps que tu auras passé justement à répondre aux locataires, etc. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que tu sois gagnant, ou au pire des cas, tu seras légèrement gagnant, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr. Une cuisine, une cuisine, ça vaut 2000 euros. Hein. 2000, 3000 euros, etc. à poser. Hein. Une belle cuisine aujourd'hui chez Leroy Merlin. Moi, l'exemple que j'ai posté hier là de mon client là du côté de Bourges, sa cuisine, elle a été la chercher, elle a coûté 900 balles chez Leroy Merlin. 900 euros sur une exploitation de 5 ans, même si tu dois la changer dans 5 ans, ça va. Et tu la changeras pas dans 5 ans. Parce qu'en plus de ça, là, au pire des cas, ce que tu changeras, c'est les façades. Mais si tu as mis la plomberie, les legs, tu vas pas la changer. Enfin, la hotte, elle va pas te durer 5 ans. La plaque de cuisson, elle va pas te durer 5 ans non plus. Le plan de travail, il va pas te durer 5 ans non plus. Donc, c'est pas, les caissons, ils vont pas te durer 5 ans. Là, tu as une durée de vie qui est plus longue que celle-ci. Mais est-ce que vraiment ces travaux-là me font capter les meilleurs locataires? C'est ça la question d'ailleurs. Fais le test. Tu fais le test. Tu sais ce que tu fais dans la ville
dans lesquels tu souhaites investir, tu mets 2 annonces différentes avec 2 comptes différents, si tu veux, sur le bon coin. Tu mets une annonce avec un logement destroy, on va dire, ou un logement dans son jus, comme on dit dans le jargon, et une autre annonce avec un logement tip top. Je te dis pas tip top une résidence principale, mais un logement de qualité. Okay, et tu regardes les profils que tu vas attirer, et tu regardes le nombre de personnes que tu vas attirer, et tu mets les 2 au même prix, et tu fais ton étude tout seul. Et t'en déduis la conclusion va venir à toi, toute seule. Ok, merci. Je t'en prie, merci d'être intervenu. Alors, on a encore une personne. Ça va être Serge que je vais faire monter. Il y a encore une demande. Mais c'était une bonne question quand même. Ça, oui, la question est bien parce que je pense que c'est c'est pas le seul à se poser cette question et à mettre les pieds dans le plat. T'as beaucoup de personnes de l'ancienne génération qui pensent encore comme ça. Mais il y en a beaucoup qui le font et ça fonctionne bien pour eux. Attention, il y a beaucoup de personnes qui le font et qui, par contre, c'est des logements qui sont loués 250, 300 euros. Moi, j'en vois, hein, dans ces villes-là, à 1500 euros du mètre carré. Des fois, on trouve des T2 qui sont loués 280 euros par mois. Mais voilà les T2 et voilà les locataires qui sont dedans. Hein. Attention, c'est pas. C'était les stratégies d'il y a 15-20 ans. Honnêtement, économie d'échelle, j'ai envie de dire. Est-ce que Serge, tu nous entends? Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci pour prendre le temps de m'écouter. J'ai un projet immobilier. Alors, pour faire simple, c'est ma résidence principale. J'ai un permis de construire pour faire un second étage. Bon, c'est assez simple parce que ça reste. Enfin, j'ai un toit plat, quoi. J'ai un plancher ourdi sur le dessus. Je vais faire un 2e étage. J'avais comme projet de potentiellement diviser le 2e étage pour faire on va dire des appartements et les mettre en location meublée. Après, j'ai quand même la possibilité, je pense, de faire une division officielle. Vu le PLU, enfin normalement il me faut un nombre de places. On est dans le Grand Lyon, il fait un nombre de places de parking nécessaire, etc. Il y a juste la mairie avec laquelle potentiellement ça ne passera pas, j'en sais rien. Enfin, les dames de Lyon. Faut pas partir des fétiches comme ça. Il faut vendre son projet. Non, je dis quoi honnêtement, parce que j'en ai parlé avec l'architecte et puis l'architecte me dit normalement si le maire il a pas d'argument, il a pas de papier, pas de loi qui dit comme quoi c'est opposable, et ben il peut pas refuser. Maintenant voilà, j'étudie toutes les possibilités et la question c'est si jamais je fais de la location sans faire de division officielle, quel est le risque en soi? Parce que je sais que c'est un thème, je pense que c'est un thème récurrent, mais j'ai l'impression quand même que je connais personne dans ce thème-là, quoi, qui a eu une expérience avec ce genre de location. Je voulais juste savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est de la location meublée, est-ce qu'il y a un risque? Et voilà. Alors, j'ai entendu que tu étais du Grand Lyon, donc on va passer la parole à Mehdi. Ouais. Du Grand Lyon, c'était où à Lyon? Grigny. Ouais, mais je connais très bien. Non, mais à Grigny, il n'y aura pas de problématique. Honnêtement, il me faut 5,3 places de parking, donc aller 5, quoi. Enfin, parce qu'on descend si on est en dessous de 0,5, on prend le chiffre, la partie la plus basse. Ouais. Voilà, après, ben, ça me fait créer que 2 logements, dont un peu bâtard de 75 mètres carrés. Je sais pas si je fais un grand T3 ou, enfin, ça fait quand même, je sais pas, ça fait vraiment, entre T3 et T4, j'en sais vraiment rien, quoi. Et un T2, parce que ça me fait 135 mètres carrés de surface, malgré tout. Pour un investissement qui serait quand même, enfin, pas non plus foufou en termes de travaux. Donc, je veux vraiment savoir si je peux partir sur une division officielle sans trop risquer. À ce moment-là, je partirais plutôt sur 3 T2. Non officiel, je veux dire, et je préférais faire ça. Ou si alors je fais la chose de manière officielle et je pars sur un appartement de 75 mètres carrés et un autre de plus petit de 40-45 mètres carrés, quoi. Non, mais non officiel, tu vas avoir 2 problématiques. La première problématique, ça va être une problématique de liquidité à la revente. Bon, ça, à la rigueur, bon, ça te concerne pas, mais très clairement, enfin, ça te concerne pas. Si ça te concerne, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sur le moyen long terme. Quand tu vas vouloir le revendre, ça va être moins liquide parce que les gens vont te poser la question. Ouais. Quid de ces lots? Comment est-ce qu'ils sont? Je vais les vendre, je serai obligé de vendre le lot complet, quoi. C'est ça. Exactement. Mais il faudra que tu trouves un acheteur qui soit d'accord pour qu'il y ait des logements qui soient déjà divisés de manière officieuse. Donc, mais il y en a, parce que dans les immeubles de rapport en province, t'as le cas, hein, quand même. Ouais, t'as le cas, mais il y a le comme ça. Mais t'as le cas, mais t'as le risque assurantiel. Ça, c'est le deuxième. Tout à fait, bien sûr. Ouais, c'est ça le deuxième risque. Ouais. C'est le risque assurantiel. C'est derrière, t'as un des 2 appartements. Bon, on va toucher du bois pour toi, hein. Mais t'as un des appartements qui crame, t'as l'expert qui vient, il voit que le bien a été divisé officieusement. Ok, on prend pas en charge. Ouais. On prend pas en charge, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'avez pas demandé
vous n'avez pas demandé d'accord à l'urbanisme, ce n'est pas divisé officiellement, vous n'avez pas un compteur par appartement, derrière il n'y a pas une taxe foncière par appartement, vous n'avez pas d'état descriptif de division, sur votre acte de propriété il y a un seul lot, il n'y en a pas 3, 4, 5, 6, 7, nous on prend pas en charge. C'est si jamais un jour j'ai vraiment une emmerde Oui. avec mes, c'est ouais, Oui. un gars, Encore, je t'ai parlé un incendie parce que c'est le pire. Mais demain, t'as un cambriolage. En plus de ça, t'as Grigny. Ah ouais. T'as un ça cambriolage. va, c'est pas Givor non plus, mais bon. C'est pareil, c'est collé. Ah, on peut dire ça, mais bon, il y a quand même des différences. Mais, Il y a quand même des différences. T'es où à Grigny? sur rue André Sabatier. Mais plutôt, bah, c'est vrai que je suis pas très loin de Givor en soi, mais Ouais. à proximité du Lidl. Ça construit là-bas. De quoi? Ça construit là-bas. Oui, ça construit. Ils vont même détruire le quartier. quartier. Enfin, ils ont commencé les travaux de rénovation. Ils vont créer des nouvelles rues. Après, enfin, moi, honnêtement, si jamais la division officielle, je peux la faire. Je suis allé voir la mairie, honnêtement, lundi. Les dames du service d'urbanisme sont très gentilles, mais ça servent à rien, pour être honnête. Elle m'expose, le fait que ça, c'est entre les mains du maire. Honnêtement, là-dessus, je me base sur ce que me dit l'architecte après coup. Et j'aimerais quand même avoir confirmation. Enfin, si jamais il a aucun texte de loi ou aucun texte dans le règlement qui interdit ce genre de division, et si je respecte le PLU, il n'a pas raison de refuser. Oh, si, mon ami. Ok. Si. Là, t'es un petit peu naïf, quand même. Parce que, malgré tout, c'est un peu à la tête du client aussi, hein. Moi, je le dis, hein, peut-être les gens ne sont pas d'accord, mais j'ai les informations, c'est aussi à la tête du client. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est à la tête du client. Ouais. Ça peut être, c'est toujours pareil. C'est comment est-ce que tu vas amener le dossier. C'est ton archi qui C'est mon archi qui s'occupe de tout. Ouais, il y a ça aussi. C'est bien ça. Vaut mieux sous-traiter un archi que ce soit lui qui s'en occupe plutôt que ce soit toi qui t'en occupe. Et honnêtement, c'est un archi. Ouais. Il connaît bien la mairie, l'archi? Je pense qu'il a déjà, enfin, lui, il a déjà traité avec cette mairie? Il a déjà traité avec cette mairie, mais il me dit, alors, avec le Grand Lyon, c'est assez particulier parce qu'au final, ça passe par le Grand Lyon, ça redescend à la mairie, à tout moment, peut mettre son veto, mais en fin de ligne, quoi. Et en gros, ils décident de rien, sauf quand ils veulent pas. Enfin, je veux dire par là, ils nous disent tout le temps, ouais, mais nous, on sait pas, c'est le Grand Lyon qui décide. Et puis, à la fin, ben, s'ils veulent mettre leur veto sur une division, parce que je pense que c'est le sujet le plus sensible, et ben, ils pourront le mettre. Mais l'archi me dit, s'ils n'ont pas de texte de loi, ils peuvent pas le refuser. Maintenant, si vous me dites c'est à la tête du client, moi, je peux quand même aller en conflit après avec la mairie. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais il n'a pas d'argument. S'il n'a pas d'argument, comment ça se passe? Tu vas te prendre la tête, tu vas aller t'emmerder avec l'administratif en France pour ça. Je suis pas certain. Et alors, du coup, à ce moment-là, le conseil, ça serait quoi? De rester sur de l'officiel, quoi? Enfin, du non-officiel, c'est en location? Non, tu restes sur ce sur quoi t'étais parti, mais après, d'ailleurs, tu fais pas du non-officiel. C'est-à-dire que si t'as l'accord, ok, t'as l'accord et tu joues le jeu. Si t'as pas l'accord, pas de projet. Je loue rien. Je divise rien. Tu divises, si tu loues, mais tu divises pas. Non, je loue. Mais moi, mon objectif, c'est pas de vendre, hein. Attention. Mon objectif, c'est de louer, là, pendant un moment. Ouais. Mais en location, du coup, j'ai un risque, mais oui, c'est déconseillé de louer, malgré ça. Combien de mètres carrés, tu m'as dit? 135. Ouais, louer 135 mètres carrés, faut diviser, ouais. Louer 135 mètres carrés, en plus, à Grigny, tu vas, je trouve facilement à Grigny, je pense, honnêtement, le marché, Non, tu vas trouver, mais ce que je veux dire, tu vas trouver une grande famille, tout ça. Après, d'ailleurs, comment ça va fonctionner et tout, ça, c'est à voir. Mais moi, je vais pas louer 135 mètres carrés d'un coup. Et alors, honnêtement, et là-dessus, il faut aussi que j'explique la genèse. Mais en fait, moi, j'ai le bas, que j'ai obtenu, j'ai eu un permis de construire pour faire le deuxième étage, qui était autorisé. Mais donc, du coup, moi, c'est qu'un seul lot. Pour le moment, le deuxième étage, il appartient encore au lot du bas. Il n'est pas encore construit. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Mais pourquoi tu l'as pas incorporé, la division, dans ton permis de construire, dans ces cas-là? Parce qu'au début, je partais pas dans cette logique-là. C'était plus faire venir de la famille au Ok. deuxième étage. Mais au final, ça s'est pas fait. Enfin, voilà, c'est l'histoire de... Et tu peux pas faire une modification de permis de construire? Là, il est purgé, ton permis de construire. Non, je peux le faire, le modificatif. Mais voilà, un modificatif avec délai. Mais alors, le délai, ça serait quoi? 2 mois à tout casser? 2 voire 3 mois avec l'histoire des voisins. Mais l'histoire du maire, s'il accepte pas la division, c'est ça, quoi. Enfin, vous m'avez compris ou pas? Ouais, non, on comprend. Il faut que tu y ailles. En fait, il faut que ton architecte y aille, tout simplement. C'est à lui de dossier, il faut qu'il y aille. Et après, derrière, c'est pas compliqué. Soit c'est possible, et dans ces cas-là, si c'est possible, tu fais la chose, et tu divises, tant mieux, s'il te demande rien, ou s'il te demande, parce que là-bas, t'as rien autour. Parce qu'il te demande des places de parking, ok, mais t'as pas de parking public là-bas?
Non, non, non. Mais après, moi, j'ai le terrain pour accueillir cinq voitures avec par contre des places doubles. Mais Ouais. j'ai vu que d'après le PLU, je me suis un peu informé, le PLU autorise des places doubles si jamais le logement est supérieur à 45 mètres carrés. Je suis en zone E. Dans le PLU Ouais. Grand Lyon, le zone E, c'est 45 mètres carrés et plus, c'est 1,3 places. C'est Ouais. limité à 2 au max. Je pense que tu le connais. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, ça me fait 5 et je peux faire demi-tour dans la parcelle. Et puis, je respecte toutes les autres règles liées. Ouais, ouais. Enfin, C'est une galère, quoi. c'est une galère, Mais mais t'as les il règles, fait ça quoi, va. ton architecte, il en a pas déjà fait sur Grigny? Et Grigny, il a pas déjà été demandé à l'urbanisme pour faire de la division, etc. Parce que lui, tu peux lui demander sa jurisprudence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé sur ce qu'il a déjà fait? il en a jamais fait sur Grigny. Il en a fait ailleurs, mais pas sur Grigny. Après, j'en sais rien, le maire, honnêtement. Et s'il a pas envie, il a pas envie, quoi. Je veux dire. C'est ça, en fait, si jamais il y a un réel risque, si jamais je peux aller au clash avec, et si vous le conseillez ou pas. Sinon, ça partirait sur de la location non officielle, mais à ce que je comprends, enfin, avec une division qui n'est pas officielle, ce que je comprends, il y a toujours un risque, mais Ouais. vous ne les conseillez pas forcément. Non. Moi, je déconseille toutes les personnes que j'accompagne et toutes les personnes qui sont autour de moi d'acheter un bien ou derrière de diviser officieusement. Donc, d'acheter un bien qui est déjà divisé officieusement et derrière moi, je me suis rétracté plusieurs fois parce que c'était pas possible de diviser officiellement de biens immobiliers parce que je veux pas en entendre parler. Alors, des questions. Demain, tu t'investis dans l'immobilier, tu vas investir des ronds, faut que tu puisses dormir sur tes deux oreilles. Hein. C'est l'immobilier, c'est pour ça. C'est pas pour demain qu'on vienne te taper à ta porte en disant monsieur, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Ou que je sais pas moi, t'as un cambriolage, t'as un de tes locataires qui se fait cambrioler, t'as une déclaration à l'assurance, boum. C'est pas pour ça quoi. C'est des galères plus qu'autre chose. Tu vois. Alors tu peux comprendre hein, parce qu'en plus de ça, voilà, t'as quand même tu vas faire une surélévation, t'es à Grigny, c'est pas non plus mal situé. Je pense que c'est une zone d'ailleurs géographique qui va prendre en valeur hein, au fur et à mesure du temps. Tous ces axes-là, Grigny, Givors, etc. Même si c'est un peu ghetto pour l'instant, au fur et à mesure du temps, ça va prendre en valeur parce que là, ils sont en train de, tout l'axe sud de Lyon de toute façon est en train d'exploser. Donc petit à petit, si tu veux, tous les transports, etc., ça va venir jusque là-bas. Je sais pas si t'as vu, le métro qui vient à Saint-Genis, au bout d'un moment, dans 20 ans, il va venir chez nous. Exactement, il y sera. Hein. Donc toute cette zone-là va exploser de toute façon. Et en plus de ça, tu le vois, hein, t'as pas mal de promoteurs du côté de Givors, à côté de l'Intermarché, où ça a pas mal construit. Ouais. Explose là-bas. Oui, bien sûr, Givors, de toute façon, c'est toutes les friches. Quand il y a des promoteurs pas loin, c'est que c'est bon signe. Bah moi, ils ont construit une résidence à 200-300 mètres, le quartier qui est à 200 mètres aussi, qui vont détruire pour rénover, on va dire, faire un éco, je sais pas comment ils appellent ça, un éco-quartier ou quelque chose comme ça. Si je suis à proximité, je vais dire par là, j'ai l'impression qu'ils encouragent. Tout ce qui est autour de l'Intermarché aussi à Grigny. Ouais, bien sûr. C'est dynamique, c'est plutôt dynamique, je veux dire. Donc, bon, je vais tenter le coup. Autorisation d'urbanisme, à la limite, peut-être bien, c'est mieux de passer par ça. Je sais pas comment jouer le coup, honnêtement. L'architecte. Après, c'est l'archi, c'est utiliser certains arguments qui sont tout à fait logiques et entendables. Hein. Aujourd'hui, on est dans une ère où on est en manque de logement. Bah, tu vas créer du logement. Si tu crées du logement, il y a de nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes vont consommer. Dans la ville, il y a quand même des arguments logiques et sains que tu peux mettre en avant, surtout aujourd'hui en 2025. Effectivement. Ton architecte, c'est bien de passer par un architecte, de le faire passer plutôt que toi. Voilà, mais il y a des arguments. Sur un premier projet comme ça, je m'engagerai pas à le faire ça. C'est sûr. C'est un premier projet. Donc, faut vendre son projet. Voilà. C'est une des qualités, franchement, une des qualités, savoir se vendre et vendre. C'est vraiment, si pour moi, il y a une aptitude à maîtriser dans ce monde au-delà de l'immobilier, c'est ça. Savoir se vendre et vendre, tu mourras pas de faim, généralement. D'accord. Je suis d'accord. Bon. Ok. Merci pour les conseils et puis bonne soirée à vous. Pas de quoi. Tiens-nous au courant, hein, peut-être dans un autre space. Bah ouais, tu nous diras peut-être bien, ça va vite. De toute façon, ça va vite ça marche. Je vais te faire les démarches. Merci à vous. Merci à toi pour ton intervention. Merci à toi. À plus tard. Salut. On n'a pas d'autres demandes. Ah bah tant mieux. Bah on allait boucler de toute façon. Oui, pile poil. Hein. Bah oui, hein, c'est un petit space. Franchement, bonne petite séance. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Franchement, c'était cool. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui interviennent et de nous poser des questions. Donc ce qu'on fera, c'est que on verra hein, si on en refait une de temps en temps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à à liker, à nous en parler également si ça vous a plu. N'hésitez pas également à partager pour ceux qui nous réécouteront. Bah, merci à vous. C'est vrai qu'on les oublie, alors qu'il y en a plein. Oui, il y en a beaucoup. C'est la majorité des gens qui
qui réécoute derrière en podcast plutôt. Je vais reprendre mes mots. Je vais retrouver mes mots plutôt. Merci messieurs, Simon, Jeff, d'avoir été là. Ça a été court, mais ça a été intense. C'était cool. Et puis on se dit à la prochaine. Oui, À la prochaine. Bonne soirée à tous. Soirée. Ciao, ciao.